Donc retour sur le plateau de Ça nous concerne, comment assurer une sécurité maximale dans les aéroports, les gares et le métro. C'est une question à laquelle on a du mal à répondre ce matin. Alors, ouais, on a du mal à répondre parce que c'est ce que disait Olivier. Le transport est un élément complexe à gérer. Et là, on a des effectifs. Prenons là, par exemple la RATP, 1200 salariés travaillent pour la sécurisation de l'ensemble du réseau 24 heures sur 24, RER, bus et métro. Le contrastif a demandé à ce qu'il y ait une augmentation de 100 salariés par an sur 2 ans, et on se rend bien compte que notamment la RATP a du mal, par exemple, à recruter ces salariés-là. Ouais. Donc même si on veut mettre en place de la sécurisation supplémentaire, on se rend compte aussi que les entreprises se retrouvent confrontées à un problème de recrutement. Et il y a une question qui va se poser à un moment ou à un autre: qui paye et qui supporte le coût de cette sécurisation? Aujourd'hui, on a bien des services internes aux entreprises, hein, la SUGE pour la SNCF, le GPSR pour la RATP, mais à un moment ou à un autre, on va se poser la question de savoir si est-ce que ces salariés-là ne peuvent pas devenir des salariés du ministère de l'Intérieur. Est-ce que la sécurisation de ces transports doivent être considérés et doivent être pris encore en charge par les entreprises de transport? Ça, c'est une question qui va se poser à un moment ou à un autre, et qui n'a jamais été posée, puisqu'à partir du moment où on décidera de savoir qui fait quoi, qui est le maître d'œuvre de la sécurité et de la sûreté dans les entreprises, je pense qu'on aura aussi répondu à une certaine partie de la question. Oui, peut-être que vous pouvez aussi nous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, on a une taxe qui est prise sur les billets d'avion directement. Ouais. La taxe sûreté sécurité qui va permettre de financer les personnels et les sociétés privées de sûreté aéroportuaire. Ouais. Bien entendu, il y a une répercussion entre 2001 et aujourd'hui. On a connu une évolution de la taxe x10. Donc il y a un coût financier à toute la mise en place de ces mesures. C'est compliqué. Ouais, comment vous recrutez les personnels Aujourd'hui, les personnels, pour pouvoir de toute façon devenir personnel de sûreté, doivent subir un certain nombre d'enquêtes. Des enquêtes notamment par le CNAPS qui vont permettre de vérifier qu'ils ont une bonne moralité avant de pouvoir rentrer en formation. Parce que la formation va transmettre quand même un certain nombre d'éléments sensibles. Et puis après cette formation, ils vont obtenir un diplôme. Après ce diplôme, ils vont avoir une enquête de moralité à nouveau et une habilitation préfectorale pour pouvoir pénétrer dans les aéroports avec un badge aéroportuaire. Et puis bien entendu, derrière, il y a un double agrément aussi pour nous, préfet et procureur de la République. Donc c'est vraiment beaucoup d'enquêtes tournées vers ces agents-là. Le but est bien entendu que ces agents, ayant accès au laissez-passer d'articles ou non, il faut se garantir et se prémunir de problématiques de moralité. Quoi. Oui, sauf qu'il y a eu 50 personnes à qui on a retiré le badge à Roissy. Pas forcément dans les agents de sûreté. Aujourd'hui, dans les autres personnels, oui, où c'est des enquêtes qui sont faites sur les fichiers de la police, mais plus la menace évolue et plus en effet il y a une rigueur qui est établie derrière, et un suivi d'ailleurs tous les 3 ans, c'est renouvelé au minimum tous les 3 ans. Oui, sur ce problème des coûts, ça coûte cher. Le coût, je crois qu'il est de l'ordre de 400 millions là, pour le coût de la sûreté, ce qu'on appelle la sûreté. Donc c'est déjà un coût très important. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher cet attentat ? Vous qui êtes spécialiste de... Pas grand-chose. Parce qu'on a eu quand même une vraie évolution dans les méthodologies du terrorisme depuis les années 70. À l'époque, on surveillait les bagages abandonnés, il y avait une efficacité, on a supprimé les consignes automatiques des gares, on a supprimé les consignes automatiques des aéroports. Donc il y avait une vigilance. Aujourd'hui, on est en train d'adapter les mesures. Mais ces mesures contre des personnes qui sont kamikazes, qui rentrent en tant que passagers, parce qu'aujourd'hui, on parle de vigilance des autres passagers. Moi, je dis juste qu'on va créer de la parano, parce que, encore une fois, il ne peut pas avoir de délit de faciès. Si demain, on s'axe plus sur telle ou telle personnalité, forcément, dans ce cas-là, ça sera une nouvelle personnalité qui se présentera, une dame qu'on n'imaginera pas être capable de le faire. Ouais. Donc, on rentre dans des systèmes qui sont très compliqués pour la sûreté aujourd'hui. Et d'où ce que je disais tout à l'heure, je pense que la présence humaine, le travail, il se joue en amont, et d'ailleurs, ça marche aujourd'hui. Le service de renseignement français est très efficace. Si on regarde, on a parlé des attentats du 13 novembre, on a crié à l'échec, on a parlé de Mohamed Merah, on a crié à l'échec. On regarde dans la globalité de ce qui est fait en France, ils sont très efficaces. Peut-être qu'il faudrait leur donner plus de moyens, plus d'autonomie. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire là-dessus, mais bon, c'est bien. Qu'est-ce que... Je peux rejoindre. Oui, il vient d'être dit. Effectivement, il y a eu des réformes successives des renseignements, elles n'ont pas toutes été heureuses.
on a oublié un pan du renseignement, c'est le renseignement territorial, ce qu'on appelait avant le renseignement, enfin les renseignements généraux, les fameux renseignements généraux. On a voulu créer une espèce de FBI, c'est comme ça qu'on l'a surnommé à l'époque, avec la DGSI, qui est très efficace, mais qui manque de moyens, ça a été dit, qui manque de moyens humains, qui manque de moyens matériels et qui manque de moyens législatifs. Et on a complètement abandonné ce renseignement territorial. On a mis le renseignement territorial sous la coupe de la sécurité publique. La sécurité publique et le renseignement, c'est antinomique. Ça ne peut pas fonctionner, on ne fonctionne pas sur le même temps. La sécurité publique, c'est de la réaction à un événement. Le renseignement, c'est de l'anticipation et de l'analyse. Et tous nos collègues qui sont au renseignement territorial, à part depuis quelques mois parce qu'on les a réorientés, mais pendant des années, ont perdu le fil du renseignement, ont perdu les sources, ont perdu les contacts sur le terrain. C'est bien sur le terrain qu'on voit un jeune évoluer parce qu'on se penche sur l'économie souterraine, parce qu'on se penchait sur les dérives urbaines, et on voyait le cheminement d'un délinquant s'il s'orientait vers le terrorisme ou sur le grand banditisme, et puis on a vu ces derniers temps que c'était très très lié. Tout ça, on l'a abandonné. Ça fait qu'on a perdu quelques années, et puis ces années de retard, on va les accumuler encore longtemps si on ne change pas, si on ne fait pas une vraie réforme du renseignement. Et si on ne redonne pas au renseignement territorial ses lettres de noblesse et au moins ses prérogatives. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est en train, en s'inquiétant de la sécurité dans les transports, de regarder ce qui est devant, la partie oui, parce le que haut de l'iceberg et pas de s'attaquer aux racines bien sûr, du mal. L'anticipation, avoir le renseignement avant l'événement, c'était quand même la force des renseignements généraux, quoi, et de la DST, qui travaillait à l'époque comme ça. Maintenant, il n'y a plus que le pan terreau. Et il faut pas s'intéresser aux terroristes quand ils sont devenus terroristes. Il faut le savoir avant qu'ils deviennent. Ce serait ça l'idéal. Ouais. Ouais. Alors je vous propose de regarder les mesures qui ont été mises en place à l'aéroport de Roissy il y a peu de temps. Arnaud Etcheverry et Fabien Chadot sont allés sur place. 3 heures après les attentats de Bruxelles, des policiers lourdement armés investissent l'aéroport d'Orly. Ils rejoignent une compagnie de CRS et les militaires de l'opération Sentinelle pour rassurer des passagers qui sont tous au courant de ce qui vient de se passer en Belgique et qui s'étonnent devant le manque de contrôle à l'entrée. On devrait nous contrôler à l'entrée de l'aéroport. Dès qu'on est arrivé avec la valise, on nous a rien demandé. Car aujourd'hui, pour entrer dans un aéroport en France dans la partie dite publique, nul besoin de montrer patte blanche. Dans l'urgence, le dispositif de sécurité a été renforcé, notamment à Roissy, où la moitié des 400 portes d'entrée étaient fermées aux voyageurs. Vous avez une porte qui a été condamnée par l'aéroport de Paris, dans la politique de réduction du nombre d'accès aux terminaux. Des contrôles aléatoires pour fouiller les sacs, vérifier les identités. Mais Patrice Bonhomme le sait, en l'état il est quasiment impossible de contrôler les 5000 passagers qui transitent toutes les heures par les 8 terminaux. Il est extrêmement compliqué matériellement sur un site aussi gigantesque que Charles de Gaulle de pouvoir imaginer d'avoir effectivement une personne à chaque porte. Donc, si le niveau de l'alerte devait augmenter, pourquoi pas. Pour le moment, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas l'option qui est retenue. Car pour l'instant, seuls 1600 policiers supplémentaires vont être déployés sur tout le territoire. Autre piste du gouvernement, obliger les passagers à présenter un titre de transport et une pièce d'identité à l'entrée des aéroports et des gares. Mais là encore, cela pourrait poser quelques problèmes. Ça peut être efficace, mais au prix d'une paralysie totale des aéroports. Je vois mal comment faire en sorte qu'on puisse à la fois faire des contrôles aussi précis, systématiques, et en même temps continuer à faire fonctionner les entreprises que sont les aéroports en moderne aujourd'hui. Dans les gares, la SNCF a installé il y a 3 mois des portiques de sécurité en gare du Nord pour les voyageurs du Thalys. Ce dispositif a été installé après l'attentat déjoué d'août 2015. Même s'il coûte cher, il pourrait être étendu à d'autres lignes de train. En attendant, la sécurité a été renforcée devant les gares parisiennes. À Saint-Lazare, des véhicules sont fouillés. Ces contrôles n'ont pas vocation à être généralisés, mais ils semblent au moins pour l'instant rassurer les Parisiens. Alors, on l'a dit, rassurer, montrer qu'on est là, montrer qu'on est... Mais on a vu, Roissy, c'est extrêmement difficile si on prend cet exemple-là. Oui, Roissy, il parle de 400 portes d'entrée, c'est-à-dire, imaginons mettre un vigile derrière chaque porte d'entrée ou un portique, mais le portique, il faut le construire, il faut le mettre en place, donc ça va prendre un temps considérable. Quand on prend la gare du Nord, si par exemple on souhaite
transférer le même principe de sécurisation du transport aérien vers le transport ferroviaire. C'est ce qui existe pour l'Eurostar. Vous avez en gare du Nord 5% du trafic qui est fait pour Eurostar. C'est-à-dire que 5% du trafic qui part de la gare du Nord, c'est de l'Eurostar. Et il y a plus de 15% de la place de la gare du Nord qui est prise pour ce système d'Eurostar. Donc ça veut dire que si on souhaitait mettre en place un système de sécurisation comme dans les aéroports, il faudrait démultiplier les emplacements des gares de façon considérable. Et pas avec une garantie en plus d'efficacité. Et pas avec une garantie d'efficacité totale. Et si on prend par exemple la sécurisation façon Thalys finalement, avec les limites qu'on a vues, puisque au départ c'était un contrôle systématique, et on s'est rendu compte que, faut savoir qu'un Thalys part en moyenne 15 minutes en retard au moment où, en heure de pointe, puisque il y a ce phénomène d'attente pour passer sur les portiques. C'est 4 millions d'euros par portique annuellement, et c'est 100 salariés supplémentaires. Donc nous, pourquoi pas, mais ça veut dire que si on veut mettre par exemple des portiques sur l'ensemble de la gare du Nord, c'est un coût de quasiment 50 millions d'euros, et c'est plus de 800 salariés. Nous, sur le terme de l'emploi, d'accord, on est d'accord, évidemment. Mais après, la question qui se pose, c'est qui fait ça, et surtout, la question qui se pose, l'efficacité et la pérennisation du modèle économique du transport. On sait que chaque personne aujourd'hui, chaque usager du transport calcule au plus juste son temps de transport. Bien sûr. Pour aller de chez lui au travail. Et donc, on ne résoudra pas cette équation sécurité et fluidité du transport. Oui, d'autant qu'on a l'exemple, à Volgograd, il y a quelques années, un terroriste s'est fait sauter dans les files d'attente, précisément lié au contrôle supplémentaire qui avait été instauré. Donc on sait que l'inefficacité de ce genre de mesures, au-delà du coût. Merci à tous les 5. 44% donc des gens qui ont répondu à notre question disent avoir peur dans les transports.